Alors, bonjour tout le monde. Cette vidéo, c'est un peu une exploration du monde de Montréal suite à la révolution industrielle, car lors de la révolution industrielle, la ville va vraiment changer d'apparence. C'est une des choses qui en est un témoin, c'est, on va dire, le lotissement qu'on retrouve dans les quartiers urbains, dans les quartiers ouvriers, dans les quartiers populaires. Alors, on les remarque pas toujours, mais les ruelles et les portes cochères, souvent en sont des témoins fort éloquents. Des fois, il faut juste les écouter et les entendre parler. Alors, c'est ça que je vous propose comme vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, on peut voir que les quartiers ouvriers vont commencer près du fleuve. Les quartiers ouvriers, c'est, bon, en premier, le long du canal de la Chine, et les installations portuaires de Montréal vont se voir dans le port de Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, euh, éventuellement tout le long du fleuve Saint-Laurent, pratiquement, là. Alors, et éventuellement aussi, avec le tramway, on va avoir des quartiers populaires qui vont se développer aussi dans un axe vers le nord, quand le tramway va aller dans des quartiers comme le plateau Mont-Royal, Rosemont, Villeray, Huntsic. Alors, on va voir un monde nouveau. Alors, il y a une période fort intéressante à Montréal, c'est l'industrialisation qui amène une urbanisation. On arrive avec un monde ouvrier qui est le long du fleuve Saint-Laurent, essentiellement, avec des usines. Et les gens qui arrivent en ville, c'est souvent des gens du monde rural, ou sinon même parfois de l'intérieur de l'île, mais d'un monde rural. Par exemple, dans le village de Rivière-des-Prairies, à la fin du 19e siècle, il y a une décroissance et c'est l'exode vers la ville. Alors, à l'intérieur même de l'île de Montréal, il y a un exode rural vers la ville. Alors, cette population-là qui arrive vers les quartiers ouvriers, c'est des gens qui n'ont pas de voiture, bien entendu, ça n'existe pas ou c'est trop cher. Le cheval, c'est la même chose, c'est trop cher. Alors, c'est des gens qui se développent qui se déplacent à pied. Alors, c'est des gens souvent qui habitent à proximité de leur lieu de travail. C'est là qu'on va voir apparaître un monde de logement ouvrier. Alors, et le logement ouvrier, on va voir des choses dans le lotissement, dans ce monde-là, qui va se faire au départ avec la porte cochère. Alors qu'on voit souvent dans le sud-ouest, comme je disais, dans Hochelaga Maisonneuve, pas de cochère, et ce qui nous rappelle qu'il y avait toujours une porte qui menait à l'arrière des logements, et souvent ça menait à d'autres logements, ou sinon à des bâtiments secondaires pour le remisage de plusieurs choses, ou d'être des écuries. Ici, on voit une illustration des premiers logements ouvriers à Montréal et les portes cochères. C'est une illustration qui provient d'une publication de l'atelier d'histoire qu'on dit maintenant de Mercier Hochelaga Maisonneuve. C'est une publication sur l'histoire du logement ouvrier qui est vraiment intéressante à consulter. Alors, on peut voir qu'une des premières choses qu'on va voir dans le logement ouvrier, si vous suivez ma souris, c'est la porte cochère. Il y a d'autres éléments dans l'architecture, mais aujourd'hui, le sujet, c'est le lotissement des terrains et comment on va se déplacer à l'intérieur de ces quartiers-là. Il y a les rues qu'on a, mais il y a aussi les portes cochères qui vont arriver avant les ruelles. Pour, par exemple, la porte cochère va permettre aux livreurs d'aller à l'arrière de ces bâtiments-là pour faire des livraisons de pain, de lait, de glace, de charbon et de bien de choses. Ce qui nous rappelle aussi que le cheval fait partie du monde urbain jusqu'à la moitié du 20e siècle, jusqu'à suite à la Deuxième Guerre mondiale. La ruelle qui va supplanter la porte cochère fait ses apparitions au début dans les quartiers bourgeois. Le premier quartier bourgeois, ben, en fait, la bourgeoisie, elle habite la vieille ville, ce qu'on pourrait appeler le vieux Montréal. Mais quand on entre au 19e siècle, la vieille ville commence à devenir industrielle et les années avancent de plus en plus industrielle et aussi bruyante et insalubre. Alors, il y a une classe de privilégiés qui va s'éloigner vers le nord
et on va aller s'installer, par exemple, dans le faubourg Saint-Antoine, ce qu'on pourrait décrire aujourd'hui le centre-ville actuel de la rue Sainte-Catherine-Ouest. Alors, quoi qu'il y ait une bourgeoisie canadienne-française aussi qui va s'installer dans Sainte-Catherine, la rue Sainte-Catherine, mais vers l'est. Ici, c'est des ruelles qui vont apparaître, on va appeler des backlanes. Ça va remplacer la porte cochère. Ça va être un avantage de la porte cochère car on peut déambuler d'un bout à l'autre de la ruelle. Donc, on peut passer à l'arrière de tous les bâtiments sans ressortir parce que les portes cochères, ça donne juste une entrée dans une enclave, tandis que la ruelle, on peut la descendre au complet pour les livraisons, mais aussi pour les incendies, pour les éteindre. Euh, Ici, on voit bien, ça c'est une représentation de l'église Christ Church qui a été bâtie en 1859. C'est une église qui est en dessous des galeries au-dessus de la galerie des cathédrales, ce qui nous rappelle ces églises-là. Il y a aussi l'église Saint-James qui est pas loin. La rue Sainte-Catherine, ça a déjà été dans ce coin-là, un lieu résidentiel. Un jour, les grands magasins vont déménager dans ce coin-là en suivant leur clientèle. On pense à Morgan, qui est devenu l'abbé, et il y a Burks également. Alors, donc, dans ce monde urbain de bourgeoisie, les premières ruelles arrivent dans ce secteur-là. Il y a eu des portes cochères, et il y a eu des ruelles également. Dans ce monde-là, on va avoir sur la rue Sherbrooke, sur la propriété des McTavish, on rapporte d'avoir vu des portes cochères. On note la présence de portes cochères qui donnent accès à des écuries et au logement des cochers. Cette image de la rue Sherbrooke vers 1900 est aussi témoignage du déplacement d'une classe sociale. On peut voir à l'arrière de l'image les bâtiments de maisons relativement cossues, d'une belle architecture, d'une classe privilégiée qui s'éloigne de la ville. Peu à peu, on s'éloigne de la vieille ville, puis s'en aller vers la montagne. Éventuellement, la porte cochère laisse sa place à la ruelle et la ruelle, elle, va vraiment s'implanter d'un quartier ouvrier euh, vers les années 1870. Elle va remplacer la porte cochère. Alors, elle fait son chemin. Et quand on entre aussi dans les quartiers, on va dire les banlieues qui étaient à l'époque, grâce au tramway, accessibles grâce au tramway, comme des lieux comme le plateau Mont-Royal et jusqu'à Villeray, jusqu'à dans Rosemont. On voit ici et là des portes cochères, mais aussi des, euh, des ruelles. Souvent, les portes cochères, c'est les premiers lotissements qu'on voit dans ces secteurs-là. Les lotissements les plus récents, c'est celles qui comprennent les ruelles. Alors, les ruelles, ben, souvent, on va y retrouver des hangars pour y ranger la glace, pour y ranger le charbon, plein d'autres choses aussi, hein. Cependant, quand on arrive au milieu du 20e siècle, les livraisons de plusieurs produits cessent et plus qu'on approche du 21e siècle, les livraisons de lait, de pain, il n'y en a plus. Vers les années 1960, 70, 80, les ruelles aussi, c'est rendu des lieux d'incendie. Les hangars, c'est fait en bois, c'est des nids à feu et c'est des endroits souvent mal éclairés. Donc, c'est des lieux insécurisants. Éventuellement, on va commencer à combattre ces incendies. On va commencer à faire des campagnes de démolition de hangars. Alors, les seuls qui subsistent aujourd'hui, c'est souvent, ben, sont galvanisés, sont en métal, car en bois, c'est pas permis. Alors, et dans les années qui suivent, on va continuer des programmes, dont un programme qui s'appelait Place au Soleil. On commence à créer des aménagements de ruelles. Ça arrive avec l'administration de Jean Drapeau. Vous savez, les ruelles, éventuellement, ce n'est plus utilisé. Ça demeure une voie publique et c'est la ville qui en est responsable et elle n'a plus réellement d'utilité. C'est là que va commencer à germer l'idée de donner d'autres vocations aux ruelles. Donc, on arrive en 1997 avec un concept qu'on appelle le concept des ruelles vertes. C'est des lieux où
donner d'autres fonctions. Ça va donner des lieux sociaux, des lieux sécuritaires, des lieux où les voisins peuvent se rencontrer, un peu à l'image peut-être des jardins communautaires. C'est une nouvelle vision des ruelles. Et la ville est bien heureuse à ne plus à s'occuper de ces voies publiques-là. Alors, ça vient des lieux de socialisation. Ça vient aussi des lieux de verdissement où on va combattre les îlots de chaleur. C'est tout un concept qui est vraiment à partir nouveau à partir de la fin des années 90. Et ce qui est intéressant dans les ruelles maintenant, ben, c'est d'un bout à l'autre de ruelle, c'est vraiment hétéroclite. Les gens décorent ça selon leur goût. Alors souvent, d'une ruelle à l'autre, on passe d'un univers différent d'une ruelle à l'autre. Et il y a des ruelles vraiment intéressantes, et vraiment personnalisées. Et vous avez des ruelles aussi parfois avec, vous savez que c'est un univers de chats. Ici, on voit une entrée pour chat. Et pendant mon repérage, parce que oui, je fais du repérage et j'annonce qu'en 2024, j'ai beaucoup de visites de ruelles que je vais inaugurer. Et j'ai croisé certains félins. Je fais des amis pendant mes repérages. Et dans les ruelles aussi, on retrouve des choses intéressantes. Des ruelles vraiment que j'ai trouvées magnifiques où c'est le bordel. C'est-à-dire, il y a des vélos d'enfants qui traînent partout, il y a des jeux d'enfants qui traînent partout, des ruelles qui servent vraiment à l'ensemble de la communauté. On voit qu'elles ont repris une vie. Il y a d'autres ruelles vertes que j'ai trouvées moins intéressantes car ils ont été transformées en beau stationnement immaculé, bien propre. C'est super beau, mais créer une ruelle verte pour se stationner, bon, c'est mes goûts et, et je les partage. Vous avez le droit d'être en désaccord. Et quand on se promène là, dans les ruelles, on peut voir aussi des aménagements aussi intéressants. On a fait des treillis où il y a de la terre dedans. Alors, ça sert d'éponge. Alors, ça l'absorbe l'eau. Alors, c'est pratique. Comme ça, il y a pas des immenses flaques d'eau. C'est vraiment bien pensé à certains endroits. Et en terminant, je vous invite dans cet univers des ruelles et des portes cochères, là, dans ce cas-ci, des ruelles. La rue de Mers, c'est dans la partie proche du Myland, là. On est proche du boulevard Saint-Joseph. On est entre Saint-Denis et Saint-Laurent, sur la rue Henri-Julien. C'est une toute petite rue. D'ailleurs, il y a un documentaire disponible sur le site de l'ONF qui s'appelle Les fleurs pour Rosemont, quoique c'est dans le plateau. On voit vraiment le charme de cette petite ruelle. Et elle est décorée vraiment par les gens qui sont là. C'est vraiment un beau travail. Vous voyez un petit moulin à vent ici. C'est à l'automne, hein, mes photos, alors je m'en excuse, c'est un peu gris. C'est même durant l'hiver. Alors, mais vous voyez, ici, on a un puits des désirs. Ici, malheureusement, il y a enveloppé, parce que la saison d'hiver à l'arrêt, c'est une petite fontaine c'est une petite cascade d'eau qui est très charmante. Alors, si vous venez la voir en été en visite avec moi, elle va être déshabillée. Elle ne sera pas recouverte. Fait que voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Montréal et de la région, des fois je m'aventure aussi à l'extérieur de Montréal. J'ai plusieurs capsules, plusieurs articles à consulter. Alors consultez mon site web, stéphanetessier.ca et j'espère que ça vous a plu. Salut!